Donc voilà où on se trouvait dans les années 1850, lorsque les recherches sur la lumière ont convergé avec les recherches sur l'électricité et le magnétisme. Donc je vais dire quelques mots maintenant, et ça va nous permettre de parler d'Ampère. Donc au début du 19e siècle, on commençait à faire des expériences sur les courants électriques. Volta venait d'inventer la pile qui permettait de faire des courants continus. On appelait ça d'ailleurs des courants galvaniques, parce que le physicien italien Galvani avait fait des expériences sur des grenouilles, en disséquant des grenouilles, en vérifiant en touchant un nerf de la grenouille avec les deux pôles d'une pile, on permettait au nerf de se contracter. Donc ces courants galvaniques commençaient à être étudiés, et Ørsted au Danemark, Ampère en France et Faraday en Angleterre sont illustrés par de très belles expériences qui ont montré le lien entre l'électricité et le magnétisme. Ørsted a montré qu'un courant électrique continu faisait dévier l'aiguille d'une boussole, donc il y avait une influence magnétique des courants électriques. Faraday a montré que la variation d'un champ magnétique à travers un circuit provoquait un courant transitoire, c'est l'effet d'induction qui a conduit à toute l'électrodynamique. Et Ampère s'est illustré également dans ce domaine, je reviendrai sur la contribution d'Ampère dans un instant. Ces forces qui agissent à distance ont été visualisées par Faraday, qui a introduit la notion de champ, par exemple en mettant de la limaille de fer sur un papier au-dessus d'un aimant. Il a vu s'organiser des lignes de champ qui sont les lignes tangentes au champ magnétique. On peut faire la même chose avec des petits grains de semoule pour visualiser les lignes de champ électrique. Et donc l'espace apparaissait comme un fourmillement de lignes de champ électrique et magnétique se propageant dans l'espace, dans l'éther, comme on disait à l'époque. Alors quelle a été dans ce domaine la contribution d'Ampère ? Ampère, dès qu'il a entendu parler des résultats d'Ørsted, a commencé à faire des expériences. Il a en particulier mesuré la force qui s'exerce entre deux fils parallèles. Je donne l'expression ici. Cette expression est intéressante parce que c'est elle qui définit l'ampère. L'ampère, c'est le courant qui, circulant dans deux fils parallèles indéfinis situés à 1 mètre l'un de l'autre, provoque une force de 2-10-7 newtons par mètre de longueur de fil. Donc c'est comme ça qu'on définit maintenant, qu'on a défini pendant très longtemps l'unité de courant. Il a fait cette mesure avec une balance dans laquelle circulaient des courants. Vous voyez le montage expérimental se trouve ici. En fait, ce montage se trouve dans la salle des professeurs du Collège de France, où Ampère a été professeur à partir des années 1820. Il a fait l'expérience en fait dans son appartement parisien, donc ce n'était pas à Lyon, de la rue Monge, et le montage a été ensuite transféré au collège. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il s'est surtout, donc le résultat le plus important d'Ampère, ça a été la fameuse loi d'Ampère, qui dit que la circulation du champ magnétique le long d'une boucle, c'est-à-dire l'intégrale du champ magnétique le long d'une boucle, est égale au flux du courant qui traverse une surface s'appuyant sur cette boucle. C'est une expression qu'on traduit mathématiquement sous la forme que j'ai indiquée là, qui a été le résultat intégré, si vous voulez, le plus important obtenu par Ampère. Il a également remarqué qu'une petite boucle de courant se comportait exactement comme un aimant dont le moment magnétique est égal à la surface de la boucle que multiplie le courant. Et ceci lui a donné l'intuition que dans les aimants permanents, il devait y avoir des petites boucles de courant. Et donc ça a été le premier modèle atomique, en quelque sorte, qui n'a été vraiment conforté qu'à la fin du siècle, lorsqu'on a découvert l'électron. On peut dire qu'Ampère a eu l'intuition de la structure interne des milieux magnétiques, et ça a été, avant la physique quantique, bien sûr, un résultat très important. Donc voilà les contributions d'Ampère, Faraday, Ørsted. Tout ceci a été combiné au début des années 1860 par Maxwell, qui a rassemblé les résultats que ses prédécesseurs ont obtenus sous la forme de 4. En fait, il avait plus d'équations, mais maintenant, on les met sous la forme de ces 4 équations que tous les étudiants en physique connaissent, qu'on appelle les équations de Maxwell. La première, c'est l'équation de Gauss, qui indique que la divergence du champ magnétique est nulle. La deuxième, c'est l'équation de Coulomb, qui dit que la divergence du champ électrique est égale à la charge contenue à l'intérieur d'une surface. C'est la loi de Coulomb, exprimée sous cette forme mathématique. La troisième dit que la circulation d'un champ électrique, ce qu'on appelle le rotationnel du champ électrique, est égal à la dérivée du champ magnétique. Ça, c'est la loi de Faraday, de l'induction. Quant à la dernière, si vous prenez la loi d'Ampère, eh bien vous avez que la circulation du champ magnétique est égale au flux du courant, J. Et la contribution essentielle de Maxwell, ça a été d'ajouter un terme que j'ai écrit en rouge à l'équation d'Ampère,
il a constaté que si on se limitait à l'équation d'Ampère, on ne pouvait pas décrire les phénomènes dépendants du temps, parce que ça voulait dire que la divergence de J devait être nulle, et donc il ne pouvait pas y avoir de variation de charge. Mais si vous ajoutez une variation de charge, vous aboutissez à l'équation qui est là, qui symétrise les équations d'Ampère et de Faraday. Et ce terme qu'on ajoute simplement là permet la propagation d'ondes électromagnétiques. À partir des équations, on peut, par une translation très simple, tomber sur l'équation de D'Alembert, que D'Alembert avait établie au XVIIIe siècle, indiquant qu'un phénomène périodique pouvait se propager dans l'espace. Et ce sont les fameuses ondes électromagnétiques qui simplement expriment le fait que la variation d'un champ électrique crée un champ magnétique qui, en variant à son tour, crée un champ électrique et les deux se propagent dans l'espace. Ils se propagent dans l'espace à une vitesse qu'on peut calculer en fonction des deux constantes epsilon 0, qui est la constante de Coulomb, et mu 0, qui est la constante d'Ampère, la constante qui donne les forces entre les courants. L'histoire raconte que lorsque Maxwell s'est rendu compte de ça, il était à la campagne, c'était un été, et il n'avait pas les valeurs d'epsilon 0 et mu 0. Il a dû attendre son retour à Londres, qu'il ne pouvait pas faire instantanément, il n'y avait pas d'Internet à l'époque, pour trouver les valeurs de ces constantes. Et lorsqu'il les a trouvées, il a constaté que la vitesse qu'il obtenait pour ces ondes électromagnétiques était pratiquement égale à la vitesse que Foucault avait mesurée pour la lumière. Et donc, ça c'est la page, malheureusement c'est illisible ici, mais c'est la page du manuscrit de Maxwell qui se trouve à la Royal Society à Londres. Dans cette page, il compare la vitesse de la lumière qu'il a mesurée lui, qu'il a obtenue lui, qui est 308 000 km par seconde, à la vitesse de Foucault, qui est 298 000 km par seconde. Et les trois dernières lignes de ce texte que j'ai reproduites ici indiquent que l'agrément entre ces résultats semble indiquer que la lumière et le magnétisme sont des actions, des effets de la même nature, et que la lumière est une perturbation électromagnétique se propageant dans l'espace à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est une phrase qui est peut-être l'une des plus importantes de la physique, parce qu'elle manifeste l'unification de l'électricité, du magnétisme et de l'optique à la fin du XIXe siècle. C'est la première grande unification de la physique. Je suis assez content de montrer ça aussi à mes collègues anglais, parce qu'il est remarquable que les valeurs que donne Maxwell pour la vitesse de la lumière sont exprimées en kilomètres par seconde et non pas en milles par heure. Donc Maxwell était un grand partisan d'un système d'unité internationale cohérent, et il était partisan du mètre contre le pouce. Vous vous souvenez que les tableaux de Young exprimaient les longueurs d'onde en pouces, c'est-à-dire 0,0004 pouces, et pas en millimètres ou en microns. Donc cette unification a évidemment joué un rôle essentiel. Elle a décentré la lumière. En fait, la lumière n'est qu'une toute petite fenêtre dans le spectre des ondes électromagnétiques qui sont visibles à l'œil, entre 0,4 et 0,8 microns. Et comme vous le savez, il y a au niveau des plus courtes longueurs d'onde les rayons ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma qui ont été découverts dans les années qui ont suivi. Et de l'autre côté du spectre, les ondes radio, micro-ondes et infrarouges qui ont également été découvertes. Et comme je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance de toutes ces découvertes qui ont conduit à la révolution industrielle, de l'électricité, des communications radio, de la navigation, du diagnostic médical, etc. etc. Donc ça a été en quelque sorte le triomphe de la théorie de la lumière et de l'électromagnétisme. Et le point important aussi, c'est que sur le plan fondamental, lorsqu'on a compris ça, eh bien, on a quand même vu, en comparant les résultats de la théorie avec les expériences, on a vu des questions, des petites divergences ou des grandes divergences qui ont conduit à la naissance des théories relativistes et quantiques. Donc, à la fin du XIXe siècle, on a résolu un certain nombre de problèmes, mais il en est resté d'autres qui ont dû complètement modifier notre perception du monde. Et ceci a été résumé, et on en parle souvent, par une conférence que Lord Kelvin a faite à la Royal Institution en l'an 1900, où il commence la conférence en disant « La beauté et la clarté de la théorie dynamique qui affirme que la chaleur et la lumière sont des modes du mouvement sont à présent obscurcis par deux nuages. » Donc ça, c'est une façon un peu ancienne d'exprimer les choses, mais ces deux nuages, c'est l'énigme de l'éther d'une part, et d'autre part, la catastrophe ultraviolette. Le premier nuage va conduire à la théorie de la relativité, le second à la physique quantique, et une seule et même personne
a résolu ces deux énigmes. Pendant une seule et même année, en 1905, c'est Albert Einstein. La théorie de la relativité a bouleversé nos conceptions d'espace et du temps, et la théorie de la physique quantique a bouleversé notre notion du déterminisme classique, a introduit l'indéterminisme et la non-localité en physique microscopique. Donc je vais dire juste quelques mots sur la relativité. Le problème que citait Lord Kelvin était basé sur le résultat négatif de l'expérience de Michelson. Michelson a repris l'expérience de Fizeau. Fizeau s'intéressait à l'entraînement de la lumière par un courant d'eau, et Michelson s'est dit, si la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, elle a cette valeur dans l'éther. L'éther baigne l'espace tout entier puisqu'on reçoit de la lumière venant des étoiles. Donc le fait que la Terre se propage dans l'éther doit faire que la vitesse de la lumière doit être différente suivant qu'elle se propage parallèlement au mouvement de la Terre ou perpendiculairement à ce mouvement. Et pour cela, au lieu de faire un tube en U comme Fizeau, il a construit un interféromètre avec deux branches à angle droit. Et il a cherché à comparer le temps d'aller-retour de la lumière sur la branche se propageant perpendiculairement au mouvement de la Terre dans l'éther à celui de la branche dans laquelle ce mouvement est parallèle. Et il devait y avoir une différence, un peu comme Fizeau avait calculé sa différence. Il avait une différence et il avait un interféromètre qui était capable de mesurer cette différence. Et pour changer la direction de la vitesse de la Terre par rapport au bras de l'interféromètre, il faisait flotter son interféromètre de Michelson sur un gigantesque bain de mercure. Et donc, Michelson et Morley ont passé plusieurs mois à respirer des vapeurs de mercure, ce qui était licite à l'époque et ce qui serait sans doute interdit aujourd'hui. Mais ils ont donc fait cette expérience et, à leur grande surprise, et c'était encore pire que dans le cas de Fizeau, ils ont observé un résultat nul. Ce n'est pas simplement un entraînement plus faible, mais un entraînement complètement nul. L'éther n'avait semblé avoir aucun effet. La vitesse de la Terre dans l'éther semblait n'avoir aucun effet sur les interférences observées. Donc ça, c'était le mystère de l'éther. La vitesse de la lumière ne s'ajoute pas à celle d'un observateur qui se propage avec la Terre. Et ceci est évidemment lié à la théorie de la relativité, mais en fait, Einstein ne s'est pas basé sur l'expérience de Michelson, il s'est basé sur des considérations purement théoriques. Depuis sa jeunesse, il était troublé par la question suivante. Dans quel repère la vitesse va à 300 000 km par seconde? Et si on se déplace par rapport à ce repère, est-ce qu'on va pouvoir arriver à voler à la vitesse de la lumière et à voir la lumière immobile? Qu'est-ce que ça voudrait dire de voir la vitesse immobile, de surfer sur une vague de lumière? Et il arrivait à des contradictions parce qu'à ce moment-là, plus rien ne dépend du temps et donc il ne peut plus y avoir de lien entre le champ électrique et le champ magnétique. Et ce qui lui a donné la solution, c'est une très vieille idée de Galilée. C'est pour ça que je reviens à Galilée. Galilée, dans un livre qu'il avait écrit pour essayer de faire comprendre aux gens de l'époque que le fait qu'on avait l'impression que la Terre était immobile n'était qu'une impression, il avait montré que aucune expérience de mécanique ne peut nous dire si on est en mouvement relatif par rapport à un repère fixe ou non. Il prenait l'exemple de gens qui sont sur un bateau. Si le bateau va à vitesse uniforme, sans tanguer et sans rouler, si vous jetez une pierre, elle va tomber à vos pieds exactement comme si vous étiez immobile. Si vous la lancez, elle va suivre une trajectoire parabolique exactement comme si vous étiez immobile. Et c'est le principe de la relativité du mouvement dans des repères galiléens, des repères qui ne sont pas accélérés. Eh bien, Einstein a simplement eu à reprendre cette formulation en disant « ce n'est pas simplement les lois de la mécanique, c'est les lois de la physique, en particulier les lois de l'électromagnétisme qui doivent être les mêmes. Rien ne nous permet de dire en mesurant la vitesse de la lumière si on bouge ou non. Et pour cela, il faut que la vitesse de la lumière soit constante et qu'elle ne s'ajoute ou ne se retranche d'aucune autre. » Alors ça paraît très simple, mais si vous admettez cela, ça veut dire que vous avez mis par terre la physique newtonienne, parce que cette physique newtonienne est basée sur la constance des intervalles de temps et la constance des longueurs, quel que soit l'observateur galiléen. Si vous voulez que la vitesse de la lumière ne puisse pas se combiner avec une autre vitesse, il faut renoncer à cette notion d'invariance du temps et de l'espace, et on arrive à la théorie de la relativité restreinte. Ensuite, Einstein a généralisé ça à des repères accélérés, et il est arrivé à la théorie de la relativité générale, qui est encore basée sur une idée de Galilée. Ça part de la constatation par Galilée que tous les corps tombent de la même façon dans un champ de gravitation, indépendamment de leur masse, et c'est ce qui a conduit Einstein à généraliser la théorie de la relativité générale.
J'insiste sur le fait que tout ça a conduit à la fameuse équation E égale mc2, qui est l'équation sans doute la plus connue de tout le monde, même si la plupart des gens sont incapables de la dériver. Mais cette équation, elle fait intervenir, elle relie l'énergie au carré de la vitesse de la lumière. Donc vous voyez que les phénomènes d'optique sont liés aux phénomènes mécaniques par cette équation. Il y a une grande unité de la physique à laquelle on arrive par la convergence de toutes ces théories.